Il est l'auteur de 24 ouvrages, et nous allons parler du dernier, qui s'appelle La promeneuse d'oiseaux. Il a été, on pourrait mettre aussi, et dans ses romans, il y a bien sûr John l'Enfer, qui en 77 a obtenu le prix Goncourt. Didier Decoing avait 32 ans. On pourrait mettre aussi académicien. Didier Decoing est, comme vous le savez, depuis peu de temps, secrétaire général de l'Académie Goncourt. On pourrait mettre cinéaste. On va mettre cinéaste. Avec, vous avez écrit les scénarios, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'un certain nombre de grands cinéastes dont on parlera tout à l'heure. On pourrait mettre aussi homme de télévision, puisque, et là la Sarthe joue l'actualité, puisque depuis lundi, il y a une nouvelle chaîne de télévision qui passe sur le câble et bientôt sur le satellite. Cette chaîne s'appelle Festival, et il en est le président. Il était, il y a quelques jours encore, directeur de la fiction de France 2. Alors je propose, si vous voulez bien, que pendant cet entretien, qui va durer 1h15 à peu près, nous coupions en trois cette conférence débat. Débat, ça veut dire que vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions. Et que nous parlions peut-être d'abord de l'actualité, c'est-à-dire de la télévision. J'ai oublié quand même de préciser, excusez-moi, qu'en ce qui concerne le cinéma, c'est Didier Decoing est le fils d'Henri Decoing qui a réalisé 87. Bien que le chiffre 77 soit un chiffre fétiche pour lui et pour vous, puisque c'est en 77 d'ailleurs que vous avez eu votre premier enfant. Enfant, mariage, premier enfant, prix Goncourt. Bien, bien. C'est un bon millésime. Et parce que, mais oui, c'est une chose assez curieuse. En 14-18, mon père était pilote de chasse. Enfin, pilote de chasse, c'est un nom ronflant. En 14-18, ça voulait dire essayer de faire tenir en l'air un assemblage de toiles, de ficelles et de bouts de bois qu'on nommait glorieusement un avion. Et un jour, il s'est fait descendre par la DCA, la FLAC allemande. Il s'est fait descendre et il est arrivé à amener son avion dans les lignes françaises, où il a capoté, pris feu, etc. Et quand il est descendu, tant bien que mal, en rampant de cet avion, il a compté le nombre d'éclats d'obus qu'il y avait dans l'avion. Et il y en avait 76. Et papa en avait de surcroît un qui s'était planté dans son dos, qu'il a d'ailleurs gardé quasiment toute sa vie. Ça faisait 77 raisons de mourir, et il en avait réchappé. Et depuis que jusqu'où remonte ma mémoire, je crois depuis là, 4 ans, 5 ans, il me disait, ta grande année, il n'y a aucun doute là-dessus, sera 77. Vous avez un peu d'espoir pour 2077? Alors, c'est exactement mon problème, c'est que maintenant c'est derrière moi, mais alors je triche, tous les trucs qui peuvent être des multiples de 7, par exemple 97, je l'attends avec beaucoup d'intérêt. Il n'était pas superstitieux pourtant, et c'est vrai que 77 a été une grande année. Alors si vous voulez bien, nous allons couper en trois cette conférence débat. Première partie, nous allons parler de la télévision, et notamment de cette chaîne et de tout ce que vous avez créé à France 2. Deuxième partie, on parlera peut-être de l'Académie Goncourt, parce qu'on a envie de savoir un petit peu comment fonctionne cette académie, un peu frondeuse peut-être. Et puis enfin, on parlera bien sûr de votre roman, La promeneuse d'oiseaux, que vous pourrez bien sûr faire dédicacer à l'issue de ce débat. Alors, ça peut être intéressant, puisque vous parliez des fictions et qu'on va en parler, parce que vous dirigez une chaîne de fiction, vous nous disiez un petit peu, pour nous rafraîchir la mémoire, quelles sont les fictions que l'on vous doit, qui ont été diffusées récemment lorsque vous étiez directeur de la fiction à France 2, enfin des grands titres en tout cas. Oui, parce que j'en ai, quand je dis je, c'est mon équipe et moi. On faisait 130 titres par an. Comme j'y suis resté pratiquement 4 ans, eh ben, ça fait 520 productions. Alors, parmi celles effectivement, dont on se souvient, récemment, il y a eu Les Allumettes suédoises, il y a eu L'Allée du Roi, il y a eu toute la série L'Instit, dont nous sommes particulièrement fiers, il y a eu Les Maîtres du Pain, Le Fils du Cordonnier, les grands feuilletons qui ont été Jalna, Le Château des Oliviers, La Rivière Espérance, et puis les films avec Mimi Mati. C'est la première fois que, aujourd'hui c'est devenu presque courant, mais c'est la première fois qu'on faisait appel à quelqu'un qui n'était pas tout à fait comme tout le monde pour incarner l'héroïne à 100% d'un film de télévision.
Dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, on a été, je crois, parmi les tout premiers à confier le rôle quasi principal d'une fiction de télévision à une petite fille qui était trisomique 21. Le film s'appelait Une petite fille pas comme les autres, qui a eu un gros succès, très gros succès d'audience et j'allais dire de plaisir des téléspectateurs. Donc je crois qu'on a fait des choses pas mal. On peut dire aussi les gens qu'on a fait venir à la télévision. Moi, je m'honore d'avoir pu avoir le premier scénario pour la télévision de Patrick Modiano, d'avoir eu Michel Tournier, d'avoir eu Hervé Bazin qui était un voisin, d'avoir eu Henri Troyat, enfin d'avoir amener à la télévision des gens du sérail littéraire qui jusqu'alors jetaient sur la télé un regard un petit peu, pas méprisant, parce que on ne peut plus mépriser la télévision aujourd'hui, c'est une évidence, mais disons un regard un petit peu hautain, l'air de dire mes livres c'est très très bien, travailler pour le cinéma c'est glorieux, la télévision... Et puis finalement, qui sont venus peu à peu, y compris des réalisateurs de haut de gamme cinéma, comme Jacques Doyon, par exemple, qui a travaillé, qui a fait un film pour nous. Pourquoi il y a eu ce changement? Pourquoi ils ont changé d'état d'esprit comme ça, selon vous? Écoutez, je vais être prétentieux une seule fois au cours de cette soirée, et je vais l'être sans l'être vraiment. Moi, quand je suis rentré à la télévision, j'y ai été amené par Hervé Bourges. Et je dois dire, quand il m'a téléphoné pour me demander si je voulais prendre la direction de la fiction, j'ai d'abord cru que c'était une blague, parce que je ne voyais pas du tout ce que quelqu'un comme moi pouvait faire là-dedans. J'ai hésité avant de le rencontrer pendant 7 semaines, c'est long. Et finalement, je me suis retrouvé face à Hervé Bourges et je me suis dit, mais président, pourquoi moi? Il m'a dit, vous ou un autre, un auteur. Et ça, c'est la grande idée d'Hervé Bourges. Et je pense que ce qui a fait que la fiction sur le service public a décollé jusqu'à atteindre effectivement des taux d'audience qui sont inouïs. On a fait, je sais que les audimat, tout le monde crache un peu dessus, mais enfin c'est signifiant quand même. Bon, je veux dire qu'on a fait justement avec Mimi Mati, on a atteint des records absolus de fiction, c'est-à-dire 53% de l'audience ce soir-là était sur ce film. Et je crois que le fait que ce soit un auteur qui parle à des auteurs a changé les choses. Pas l'auteur Didier Decoing, hein, encore une fois, c'est pas moi en tant que personne, c'est moi en tant que fonction. Je le comprends parce que j'ai été auteur moi avant. Et quand je proposais un sujet à la télévision, ou quand elle me demandait d'en faire un, j'avais affaire, dans la plupart des cas, à des gens d'une formidable culture, d'une très grande bonne volonté, mais qui ne comprenaient pas mes souffrances d'auteur, enfin mes souffrances, mes interrogations d'auteur, et qui, quand ils me demandaient de refaire un scénario, me le demandaient d'une manière que je tenais parfois pour un peu arbitraire. Moi, j'avais institué presque la règle de refaire 6 fois un scénario. Mais je peux demander à un auteur, je sais que je le punis en lui demandant de le refaire une 6e fois, je sais que je lui fais mal, mais je suis auteur comme lui, je peux comprendre là où il a mal, et je crois qu'ils écoutent beaucoup plus facilement quand on est de la même famille. Et ce que Bourges a fait en demandant à un auteur de venir à la télévision, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu incontournable. C'est-à-dire que les différentes chaînes qui font de la fiction, on voit bien se dotent peu à peu, soit de conseillers, soit mais de gens qui sont aussi, si vous voulez, d'une manière très humble, hein, encore, mais il y a un peu la prise du pouvoir des auteurs à la télévision, alors qu'ils avaient été traités comme la 120e roue du carrosse. Et tout d'un coup, c'était l'un des leurs. Je disais en riant, c'est le syndrome de l'oncle Tom qui devient président des États-Unis. C'était l'un de ces auteurs à qui on disait il faut qu'au bout de 4 minutes, il y ait un coup de revolver, 5 minutes qu'on voit les seins de la fille, 6 minutes. Hein. Donc, des gens révoltés, furieux, qui faisaient des boulots qu'ils n'aimaient pas. C'est tout d'un coup l'un des leurs qui a pris la barre du bateau fiction. Et je crois que ça colorait les choses. Ça aurait été n'importe quel autre auteur que moi, le phénomène aurait été le même. C'était le fait d'avoir un auteur aux commandes. La littérature, il y a beaucoup gagné, selon vous. La littérature, j'ai envie de dire le livre, matière en général, il y a beaucoup gagné. Oui, parce que on a toujours dit que quand on avait 8 millions de personnes qui étaient émues ou heureuses d'une fiction, on a toujours fait savoir que cette fiction-là, elle avait existé préalablement dans un lieu qui s'appelait une librairie,
Elle était sous forme de ce petit truc fragile qui se détruit facilement et qui s'appelle un livre. Et que les grandes histoires, bon, on pouvait aussi les trouver dans les livres. Je pense même quelque part que le succès d'une bonne fiction fait autant pour le lire, hein, pour l'acte de lire, qu'une émission littéraire parfois un petit peu pointue. On ne peut pas encore, parce que juridiquement on ne peut pas, il y a une loi qui est très, très féroce en France là-dessus, on ne peut pas encore faire de la publicité pour les livres vraiment à la télévision. Et moi j'aurais aimé qu'à la fin de chaque fiction tirée d'un livre, on puisse faire apparaître en gros plan la jaquette du livre en vente dans la librairie au coin de votre rue. Bon, on ne peut pas le faire, mais il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il faut savoir que ce qui est important, c'est de marquer son territoire et de savoir que c'est d'une marque qui sera quelque part, qui sera assez indélébile. Mais c'était formidable de voir débarquer dans ce 8e étage de l'avenue Montaigne, de voir débarquer des têtes que les secrétaires n'avaient jamais vues. De voir Michel Tournier arriver comme ça, disant, je fais un film pour vous. C'est des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir là. Et que maintenant on voit beaucoup plus régulièrement. Alors, mis à part Michel Tournier ou François Gendernagor, il y a des inconnus, des anonymes qui vous écrivaient, j'imagine, pour envoyer des scénarios. Oui. Qui sont ces gens qui envoient des scénarios? Vous en recevez combien à peu près? Oula, on a fait le compte avec mon assistante en essayant de classer les choses. On recevait, et donc on ouvrait, à peu près 3000 scénarios par an. Ça en fait en gros 7-8 par jour. Et moi j'arrivais à en lire 3,5 à 4 par jour. C'est énorme. Alors beaucoup sont des scénarios qui venaient de gens qui, ayant vu une émission, se disaient on va cloner, on va la refaire. Ce qui est idiot, parce que le propre de la télévision, c'est justement de pouvoir ne pas bégayer, de pouvoir être original à chaque fois. Et il y a eu des découvertes extraordinaires. Il y a des jeunes auteurs qu'on a fait démarrer qui avaient 20-21 ans, qui seront peut-être des auteurs du littéraire demain, ou pourquoi pas, parce que c'est pas du tout péjoratif, mais qui seront peut-être de très très grands auteurs, sûrement même de grands auteurs de cinéma ou de télévision demain. Moi, je fais pas une classification hiérarchique entre les moyens d'expression de l'homme. J'ai trop de respect et de passion pour l'être humain, en me disant que tous les moyens qu'il a de communiquer sont tous nobles, parce que c'est son âme qu'il essaye de faire passer peu ou prou à travers sa communication. Exactement comme si on disait, on a 5 sens, il y en a qui valent plus que d'autres. Ben, c'est pas vrai. Quand vous êtes privé d'un sens, vous pouvez soit le supporter, soit cela peut vous apparaître comme totalement intolérable. On sait par exemple que statistiquement, il ne faut pas généraliser, les personnes qui perdent complètement l'audition sont beaucoup plus enfermées, beaucoup plus prisonnières du désarroi que les personnes qui perdent la vue. Est-ce que pour autant on va faire une hiérarchie en disant que l'oreille est prédominante par rapport à l'œil? Ce serait stupide. Donc dans les moyens de communication que l'homme s'est forgé au fil des millénaires, moi je n'en privilégie pas. Je dis on peut communiquer une chose admirable à travers un film et on peut communiquer une chose admirable à travers un livre ou à travers une pièce de musique ou une sculpture. J'entendais l'autre jour à la radio, vous disiez que vous receviez des scénarios de jeunes de 18-19 ans. Qu'est-ce que racontent des jeunes de 18-19 ans Heureusement, ils se racontent eux. Je veux dire, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils racontent leur vie. Jusqu'à présent, enfin, pendant très très longtemps, c'est vrai que la télévision était tenue par des barons, dans le sens très établi du mot, des gens qui, comme moi, à 50 ans, pensaient pouvoir prendre la parole à la place des jeunes et raconter la vie des jeunes. Mais on a eu une autre jeunesse, on a eu une autre façon de penser jeune. Aujourd'hui, je pense 50 ans. Et je n'en éprouve aucune peine, c'est une constatation que je fais. Ce qui est merveilleux, c'est de penser que cet outil formidablement pluraliste, 8 millions de personnes par soirée, c'est quand même pas n'importe quoi, que quelqu'un qui a 18 ans, qui dit voilà quelle est ma vie. Bon, prenez par exemple l'exemple de cette jeune fille qui a 17 ans quand elle a fait un livre d'ailleurs très beau, à 17 ans n'est pas sérieux, qui a attrapé le sida. La première des choses que nous nous sommes dites quand nous on n'avait pas fait de film sur le sida, parce qu'on trouvait que c'était quelque chose de grave et que moi j'attendais l'occasion de le dire d'une manière profonde et digne. Et quand j'ai lu le livre de cette jeune fille, je me suis dit, c'est elle qui doit raconter son histoire.
Et donc, nous avons présenté sur France 2 un film qui est l'œuvre d'elle-même. Je veux dire, c'est elle qui a pris sa parole avec un co-adaptateur, etc. Mais c'est son histoire. Et c'est ça que je trouve formidable, quoi. Je veux dire que des jeunes chômeurs viennent raconter des histoires de jeunes chômeurs, des jeunes beurs viennent raconter des histoires de jeunes beurs, et des vieilles personnes racontent des histoires de vieilles personnes, parce que c'est pour tout le monde. La télé, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. Et vous, auteur reconnu, prix Goncourt, lire ces scénarios des gens de tous les jours, ça vous a apporté quelque chose? Oui, comme auteur, oui. Ça m'a apporté d'abord beaucoup d'humilité. Parce qu'on a un peu tendance à penser, dans le landerneau littéraire, on a un peu tendance à penser que nous, on sait écrire, qu'en face, il y a peut-être des gens qui savent lire, mais qu'en tout cas, on n'est pas nombreux à savoir écrire. Et quand on lit des scénarios comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des gens, alors là, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus d'origine, qui savent fichtrement bien écrire, et qui, en tout cas, savent trouver le mot juste qui va vous émouvoir. Parce que la littérature, c'est pas autre chose que la science du mot juste. C'est pas le verbiage, c'est pas la longueur, c'est pas forcément la profondeur, c'est le mot qui va déclencher une émotion chez l'autre. Depuis que Adam a rencontré Ève, leur propos, c'est de s'émouvoir l'un l'autre. La littérature est un des moyens de s'émouvoir. Donc j'ai appris ça. J'ai appris une forme de concision. C'est vrai aussi que on en arrivait un peu en littérature à considérer que moins de 500 pages, point de salut. En tout cas, est-ce que c'était une œuvre comme ça n'avait pas 500 pages? Il fallait que ce soit Umberto Eco, un truc bien installé. C'est bien Umberto Eco, mais on peut faire moins long. Et que quand on lisait des scénarios qui faisaient à peine 80 pages, mais qui étaient d'une densité extraordinaire, après tout, il n'y a pas de... Ça ne veut rien dire, la longueur en communication. Et puis ce sens de l'image, on est entré dans un monde qui est un monde iconique. Tout est icône pour nous. Pas pictogramme, je dis bien icône. Et les gens qui se collent avec le problème de la transcription en image d'une histoire sont des gens qui font référence à l'icône en permanence. Moi, j'avais déjà l'iconotentation, mais là, elle s'est affirmée encore plus fortement. Je veux dire, un livre qui ne contient pas d'images virtuelles, qui vont être reçues dans l'intelligence, la perception, l'émotion du lecteur, n'est pas un bon livre. Regardez, Madame de Lafayette écrivait sans images. Mais c'est très très dur de lire aujourd'hui Madame de Lafayette. Parce qu'on a besoin de savoir le temps qu'il fait quand les personnages sortent. Tout le monde connaît cette phrase célèbre, l'insipide d'un livre, c'est la marquise sortie à 5 heures. Et on croyait avoir tout dit. Elle était marquise, elle sort, donc elle va vers l'aventure, et il est 5 heures. Et bien aujourd'hui, on ne peut plus écrire la marquise sortie à 5 heures. Aujourd'hui, on est obligé d'écrire la marquise sortie à 5 heures, il pleuvait. Ou il faisait beau. C'est-à-dire, on est obligé de mettre une couleur supplémentaire derrière parce que l'ensemble des gens est habitué à ce qu'il y ait un vrai décor dans une histoire qu'on leur raconte. Ça, vous le faites beaucoup dans vos livres, on en parlera tout à l'heure. Énormément d'odeurs, de couleurs. Alors, on va peut-être parler de 2 minutes avant de clore la première partie de la chaîne festival qui a démarré donc lundi. Donc je ne sais pas si on la voit au Mans, mais de toute façon, elle sera sur satellite à la fin de l'année. Il faut être câblé, c'est ça? Oui, pour l'instant, il faut être câblé. Elle est sur le Visiopass. Mais c'est vrai qu'on touche peu de gens pour l'instant. Et disons que l'allumage du dernier étage de la chaîne se produira en fin d'année lorsqu'elle sera sur le satellite. Alors c'est une chaîne, elle ne s'appelle pas Festival pour rien. Dans Festival, on entend fête. Festival, c'est un privilège. Les gens qui vont dans un festival voient les meilleures des choses, en tout cas une sélection de ce qu'on pense être les meilleures choses. Ils les voient d'une manière générale avant, et ce sont souvent des œuvres marquantes. Alors on a appliqué ça au domaine de la fiction. Festival présente 14 heures par jour, uniquement des œuvres de fiction, sous forme de séances, où il y a au moins 2 grands films et un film plus court, qui sont généralement donc des films de télévision, qui font appel soit à toute l'histoire de la télévision, on va citer les grandes machines, les Rois Maudits, Belphégor, etc., qui ont fait la culture télévisuelle, et les œuvres actuelles, L'Œil du Roi, Les Allumettes, enfin tout ce qu'on a pu faire nous, et aussi ce qui demain apparaîtra sur les écrans que nous sommes en train de finaliser, c'est-à-dire que les gens voient, je ne sais pas pourquoi je dis verront, parce qu'on a tellement rêvé cette chaîne pendant longtemps qu'on a gardé l'habitude du futur. Depuis lundi 17h, ils peuvent voir des œuvres inédites.
On a ouvert l'antenne avec 2 films qui n'avaient jamais été présentés, qui vont l'être dans quelques jours ou quelques semaines sur les chaînes de télévision. J'ajoute ce qui est important, le festival est une chaîne qui parle français, de la première à la dernière image. C'est non pas une déclaration de guerre contre les machines télévisuelles américaines, mais c'est l'affirmation d'une identité très forte et d'une certitude, c'est que nous faisons de la télévision meilleure que n'importe où ailleurs en France. C'est pas comme pour les matchs de foot, la télévision. On est vraiment meilleur. Et on l'affirme en montrant des heures, des milliers d'heures de programmes qui sont quand même des programmes de haut de gamme. Alors on a fait entrer dans le capital d'entité juridique qui s'appelle France Téléfilm, on a fait entrer un partenaire anglais à leur demande et un partenaire hollandais, de manière à pouvoir diffuser aussi des œuvres de culture européenne, mais parlant français. Je peux vous dire que c'est se positionner face à l'attitude, elle est logique, mais enfin elle est invasive des séries américaines. Nous n'aurons pas de séries américaines sur Festival, qui est une machine de guerre française. On va peut-être clore ici la première partie sur la télévision. Oui, vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions sur ce volet télévision et la chaîne Festival. Alors, deuxième volet, l'Académie Goncourt. Vous avez été lauréat en 77, on l'a rappelé. Vous direz peut-être un petit peu comment ça se passe quand on est lauréat. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Je peux vous dire surtout comment ça se passe quand on ne l'est pas. Parce que ça, je l'ai vécu plusieurs fois, mais dont une, ça m'avait terriblement frappé. C'était en, je ne sais plus quand, mon livre, c'était peut-être en 72 ou 71, et mon livre, Abraham de Brooklyn, arrivait plus ou moins en finale contre les bêtises de Jacques Laurent. Et c'est vrai que c'était partagé. Et le lundi où était remis le prix, je suis allé chez mon éditeur pour attendre les résultats. Et j'ai vu dans la cour des éditions du Seuil, qui est une petite cour, un énorme camion. Je crois que c'était d'Aloyau, le nôtre. Enfin, toujours été, c'était le traiteur pour le cocktail. Et les portes du camion étaient ouvertes. Et j'ai toujours été un gourmand impénitent. Donc, je suis allé voir ce qu'il y avait. Il y avait des plateaux qui étaient très beaux en plus, avec des petits fours. Mais c'était magique. C'est quand même 11h30, midi, quoi. Le matin, j'avais faim. Puis c'était gai, tous ces petits fours, et du champagne, c'était absolument sublime. Et je suis rentré aux éditions du Seuil, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, c'est pour le cocktail, si tu as le Goncourt. J'ai dit, oh, c'est merveilleux. Et donc la nouvelle tombe à 13h, que c'est mon ami Jacques Laurent qui a le prix Goncourt avec les bêtises, et je vois par la fenêtre les 2 portes du camion se refermer, et le camion partir pour aller rue des Saints-Pères chez Grasset. Et ça, c'est terrible, parce que c'est le jouet, c'est l'orange de Noël que vous piquez aux gosses. Je me rappelle, mon éditeur il me dit, je suis désolé que tu ne l'aies pas eu, mais tu sais, attends, je m'en fous. Et le camion qui s'en va là-bas, mais on ne peut pas en avoir au moins. Ouais, voilà ce que c'est que de ne pas l'avoir. L'avoir, c'est chouette. Mais quand je l'ai eu, j'ai été un tel tourbillon que je n'ai même pas pu profiter du cocktail. Je suis en manque, hein, j'ai un problème là. Alors, quand vous l'avez eu? Mais j'ai pas pu, parce qu'il y avait plein de journalistes, j'ai pas pu manger. Ma femme m'a dit que c'était très bon, mais j'ai pas pu manger. Et alors maintenant, vous êtes de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Vous avez été élu, on est élu à l'Académie Goncourt? Oui, mais on n'est pas candidat. C'est-à-dire qu'on est choisi. Contrairement à l'Académie française. Voilà, on ne fait pas de candidature, c'est les 9 autres qui se réunissent et qui disent, alors qui va-t-on appeler? Et c'est un vrai gros problème, parce que l'Académie Goncourt, c'est une réunion d'auteurs, donc il faut que ce soit quelqu'un qui écrive. C'est une réunion de gens qui lisent, parce qu'on lit beaucoup, puisqu'on décerne non seulement le prix Goncourt, mais des bourses Goncourt de la biographie, de la nouvelle, de la poésie, du livre pour enfants, etc. Mais c'est des gens qui sont autour d'une table, qui est ovale. C'est important la table chez vous. C'est capital. Enfin, c'est capital, c'est important, ça compte. Et c'est des gens qui mangent, et je veux dire que non, c'est vrai qu'on se réunit essentiellement ensemble, à 10 autour d'une table. Et comme l'élection est à vie, c'est très important de savoir choisir un compagnon, dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire celui avec qui on va partager le pain. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de candidature. Parce qu'il y a des auteurs infiniment plus méritants que moi. Et si, je peux vous en citer plein, et puis des autrices, des filles. Mais c'est vrai qu'il y a
ça intervient, ça, ce côté. Moi, j'ai participé à une élection, nous avons élu, en remplacement de Jean Hervé Bazin, on a élu Georges Semprin. C'est vrai que comme auteur, il était indiscutable. Comme critique, bon, on sait qu'il sait lire des livres. Il y a une course d'hommes qui est belle, noble et digne. Mais il y avait aussi chez Georges, on a été plusieurs à le signaler, le sourire. C'est pas, même s'il était au régime, c'est pas une assemblée de gastronomes gourmands, mais c'est le plaisir d'être ensemble et de pouvoir rire ensemble et de pouvoir être bien. Vous savez, c'est être bien à 10, c'est beaucoup plus compliqué qu'à 40, parce qu'on se voit dans le blanc des yeux. Donc voilà, on est élu par des gens qui ont envie de vous avoir comme compagnon. Moi, j'insiste beaucoup quand je parle de l'Académie Goncourt. Des fois, je dis l'Académie, mais souvent, je dis notre compagnie. Ce lieu où cette réunion d'hommes et de femmes qui partagent le pain intellectuel des livres et le pain physique du miam-miam. Alors, vous avez été élu il y a 1 an, vous avez été nommé ou élu secrétaire général. En fait, c'est vous qui faites tourner l'Académie Goncourt. Alors, comment ça se passe, l'Académie? Vous réunissez en dehors de la table, vous avez quand même des bureaux, quelque chose? Non. Un secrétariat? Le secrétariat, c'est moi. Non, ça c'est encore une des caractéristiques de ce lieu, c'est une réunion d'hommes et de femmes libres. Et donc, notre lieu, notre antre, notre tanière, c'est une salle de restaurant, c'est le salon Goncourt, dans le restaurant Drouan, dans le quartier de l'Opéra, place Gaillon, tout le monde l'a vu à la télévision. C'est un salon ovale, pas très grand, avec une table ovale qui elle est très très grande, qui occupe presque toute la place. C'est notre lieu. C'est là que nous nous réunissons une fois par mois, au moins, et le reste du temps, on se voit beaucoup. On se voit ne serait-ce que pour discuter des livres qu'on a lus, que pour préparer des voyages que l'on fait ensemble, pour représenter la langue française, pour aller décerner un prix. Bon. Et puis on a un deuxième lieu qui est une ville qui nous a adoptés, que nous avons adopté, qui est la ville de Nancy, où sont les archives de l'Académie Goncourt. Dans les archives, il y a tout. Il y a des lettres de Colette merveilleuses, et puis il y a 2-3 menus pas tristes, et puis il y a le registre de toutes les délibérations, de tous les procès-verbaux. C'est vrai que c'est quelque... Moi, j'en avais très très envie, je ne me suis jamais caché de le dire. J'avais fait ce choix parce que quand j'étais enfant, mes parents avaient un ami qui venait au moins 2 fois par semaine dîner à la maison, qui s'appelait Gérard Boer, qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt. Et Gérard Boer, qui signait Guermantes, donc un nom proustien dans le Figaro, était une espèce de grand être gris et dégingandé, une sorte de cigogne agonisante en permanence comme ça. Il avait un châle écossais, il est toujours très froid, un châle écossais sur les épaules, et il avait une façon de parler à côté de laquelle le parler de Mauriac était très clair. Gérard avait un problème, on entendait sa respiration, il faisait je crois que... Bon, ce qui fait que ça durait très très longtemps quand il parlait. Et le petit enfant de 8-10 ans que j'étais était fasciné par cette silhouette, par ce parler, mais surtout, ô combien, par la formidable intelligence et la gentillesse, parce que c'est quelqu'un que j'adorais, je me pendais à son cou, la formidable intelligence de cet homme. Et j'ai toujours vaguement associé la littérature à Gérard. Et comme Gérard était membre de l'Académie Goncourt, l'association s'est continuée. Alors, je ne vais pas dire, hors l'Académie Goncourt, il n'y a point d'écrivain, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que pour moi, ça me semblait une sorte de besoin, comme on a l'amour du père, on a l'amour comme ça des gens qui vous ont marqué, je voulais mettre mes pas dans ses traces à lui. Je ne sais pas ce qu'il en pense du ciel où il le regardait, ça doit le faire rigoler, mais... Alors là, vous recevez beaucoup de livres, vous êtes évidemment très sollicité par les éditeurs. Vos relations avec les éditeurs sont toujours très nettes, très propres, très claires, très oui. claires. Ça je crois, si vous voulez, on va une fois de plus, oui, faire taire. C'est normal, hein, je veux dire, toute entreprise qui réussit, c'est normal qu'on essaie de trouver ses failles et ses faiblesses et ses défaillances. D'abord donner un chiffre, parce qu'il est important. Nous lisons, pendant les 2 mois d'été, 300 romans. Pendant 2 mois. Nous ne sommes pas payés. Chacun? Oui, chacun. Les mêmes? Oui, pour pouvoir en parler dès septembre. Nous ne sommes pas payés pour le faire, c'est complètement bénévole.
c'est ce que faisaient les moines ici, je veux dire, il faut y croire. Alors, ce qu'on a dit très souvent, c'est que le prix Goncourt allait systématiquement aux trois mêmes éditeurs, Gallimard, Grasset, Le Seuil, à tel point qu'on a même inventé le fameux label Galli-Grasseuil. Je vais dire simplement une chose, c'est qu'avant d'être académicien Goncourt, j'ai été auteur. Et que quand j'ai décidé de publier, j'ai choisi un éditeur qui avait, outre que sa pensée éditoriale me convenait, qui avait une surface suffisante pour que je puisse espérer qu'il ferait vivre mon livre. C'est vrai que les grandes maisons d'édition font mieux vivre les livres que les toutes petites maisons d'édition. C'est une simple question de logique. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous croyez vraiment que si demain, Kirite Kanawa veut interpréter, on va dire, la bohème de Puccini ou la Traviata, est-ce que vraiment elle va aller chanter ça avec un orchestre de 350 musiciens? Est-ce qu'elle va vraiment aller chanter ça dans un garage perdu dans la banlieue de Paris? Ou est-ce qu'elle ne va pas plutôt choisir soit le Palais Garnier, soit l'Opéra Bastille? C'est une question de logique. Quand vous sortez Bénure sur les écrans de cinéma, vous ne le sortez pas dans un petit cinéma mouchoir de poche. C'est normal que les meilleurs textes aillent chez les plus grands éditeurs. Et par là, il est normal, comme les jurys choisissent ce qu'ils croient être les meilleurs textes, qu'ils se retrouvent avec les textes qui sont chez les meilleurs éditeurs. C'est d'une logique imparable. Et quand on me dit qu'il faut casser le jeu Galli-Grasseuil, je dis écoutez, ce qu'il faut souhaiter, c'est que des éditeurs atteignent le même niveau de notoriété que ces maisons d'édition-là, et vous verrez que nous leur donnerons le Goncourt. Et j'en ai une preuve immédiate, c'est que le Goncourt, pas l'année dernière, de celle d'avant, est allé à Didier Van Kovlart chez Albin Michel, parce qu'Albin Michel est devenu un des 4 grands éditeurs aujourd'hui. Donc on ne peut plus dire Galli-Grasseuil, il faut dire Albin... bon. Demain, une autre maison d'édition commencera on les voit monter, va monter en puissance. Elle va entrer en lice. Mais c'est normal. Les meilleurs textes sont chez les plus grands éditeurs qui bénéficient d'une puissance de feu commerciale, d'un vrai service de communication, service de presse, d'une vraie relation avec les libraires. C'est peut-être navrant, mais c'est de la faute des auteurs. Si nous donnons plus souvent le Goncourt à des éditeurs majeurs, c'est parce que les auteurs sont allés chez ces éditeurs. L'année dernière, on ne s'est pas posé la question de savoir chez qui était Macquin, qui était chez une maison d'édition qui était prête de fermer. Vous direz, on savait qu'elle était sous la houlette Gallimard, mais Gallimard voulait fermer le Mercure de France, parce que Simone était morte, etc. Bon, on a donné le prix à Macquin sans se soucier du tout qu'on le donnait à un tout petit éditeur. Alors 300 livres et l'écrémage va se faire... Je suis convaincant là-dessus parce que c'est vrai que quand on pense au mal qu'on se donne, bon tant pis, vous me direz on l'a bien voulu, mais surtout avec quelle confiance et conscience professionnelle on lit, mais j'ai confiance aussi parce qu'on a confiance les uns dans les autres et on a confiance dans le public et on sait que le public a confiance en nous. On s'est dit c'est quand même dommage que des gens viennent interférer en disant c'est pas clair tout ça. Si, c'est très clair tout ça. D'accord. Alors 300 ouvrages. Vous allez faire un écrémage début septembre? Il est commencé. Ah oui, on va faire un écrémage officiel, mais on écrème déjà tout seul. C'est ça. Donc vous arrivez ensuite à quoi? À 50, puis... On arrive on s'appelle vers le 10-15 août et on est sur 25-30 livres. Et en septembre, on essaye de donner une sélection de 14-15. Il ne faut pas non plus, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les libraires, quand on leur dit ces 15 livres sont en compétition, ils commandent les 15 livres en nombre plus grand. Il ne faut pas pénaliser les libraires parce qu'il n'y en a qu'un qui va gagner. Donc on essaye d'être juste dans notre liste, de vraiment mettre ceux qui ont vraiment des chances encore réelles. Ce n'est pas la peine pour faire plaisir à un auteur, pour un coup de chapeau, de le mettre dans la liste. On va pénaliser tous les libraires de France et de Navarre avec ça. Très bien. Et alors, vos rapports, on serait peut-être intéressant de savoir si depuis que vous êtes au Goncourt, à l'Académie, vos rapports avec des autres écrivains ont changé? Non. Non, j'ai toujours eu des rapports agréables. Moi, j'ai mes copains, hein. On est une bande de copains, on s'aime bien. Je peux dire, bon, moi, mon meilleur ami dans la vie et dans les lettres, c'est Jean-Marc Roberts.
je suis très copain avec Orsena. Enfin bon, j'ai des amis Kefelec, on s'entend très très bien. Non, on n'a pas de raison de changer. Non, simplement ce qui a changé, c'est les dédicaces. Ça, c'est très amusant parce que les auteurs envoient leurs romans dédicacés. Alors avant, elles étaient très longues. Et maintenant, c'est simplement parce que c'est très dangereux de dédicacer mal un livre à un juré. Il pourrait mal le prendre, pas moi, je m'en fiche, mais les gens, ils pourraient mal le prendre. Ils pourraient penser que c'est de la lèche, hein, quand lui cire les pompes. Donc maintenant, elles sont très très courtes. À Didier Decoing, cordialement. Ça gagne du temps pour les lire. Mais on se dit, t'aurais pu en mettre un petit truc en plus. Vous êtes à côté de qui à l'Académie Goncourt? Vous êtes toujours à la même place? Oui. Vous avez des voisins, des voisines? Vous avez 2 femmes à l'Académie Goncourt? On a 3 femmes. 3 femmes. On a 3 femmes. Edmond Charleroux, on a Françoise Malé-Joris et François Chandernagor, qui est entré en même temps que moi. Alors on a d'abord nos couverts à nous, bon, qui sont des couverts en vermeil. Gravés? Oui, gravés à nos noms. Et c'est très émouvant parce que on voit qui était avant, et surtout, comme me le faisait remarquer Robert Sabatier le premier jour, je regardais ceux qui étaient avant moi et je disais, c'est vachement émouvant d'avoir ces gens-là. Il me dit, regarde surtout ce qu'il y a après, il y a une place vide pour le prochain. C'est l'humour de Robert. Donc on a des fauteuils marqués et on a toujours les mêmes places. J'ai à ma gauche un homme délicieux qui s'appelle Daniel Boulanger. C'est doyen? Non? C'est pas le doyen de votre académie, non? Non. Je vous avoue que je ne sais pas qui est le plus âgé. Je sais qui est le plus jeune, parce que c'est moi, mais je suis le plus âgé, je ne sais pas. Et j'ai à ma droite André Stille. Et alors, voilà, c'est les chevaliers de la table ronde, de la table ovale. C'est peut-être anecdotique, mais les menus, ça a une importance dans les réunions de concours? Oui, d'abord parce que c'est le secrétaire général qui les fait, qui les donne, qui les suggère au chef de chez Drouin. Mais pour vous dire que c'est vrai qu'on mange bien quand même, et je vous donner un menu type, parce que ça on ne le donne pas toujours, c'est un peu exceptionnel hein, quand même ce menu type, c'est celui du jour du Goncourt. Vous allez voir à quel point la nourriture peut interférer sur la chose littéraire. Alors le jour du Goncourt, on mange vraiment très bien, mais c'est vrai qu'on est à table jusqu'à 4 heures, et puis qu'on s'est fait des angoisses, quoi, en se demandant si on ne s'était pas trompé de lauréat. Alors, ça commence par du caviar, il y en a beaucoup, c'est pas une tartinette, hein, il y en a. Après, ça me venge du coup du camion. Hein. Après, foie gras. Après, on a un homard. Pas pour 10, hein, par personne. Après, il y a une pièce de venaison, qui est souvent cuisseau de chevreuil ou une chose comme ça. Fromage et 2 desserts pour satisfaire au plaisir des gourmands. Et l'année dernière, le salon est hermétiquement fermé, la police vérifie avant qu'il n'y a pas de micro, pas de bombe. Oui, il y a eu des trucs. Il y a eu des histoires de micro. Oui, il y a même, on est obligé maintenant de tirer les rideaux parce que la firme japonaise Sony a mis au point une sorte de téléobjectif sonore qui permet, en le braquant sur les fenêtres, d'enregistrer la vibration des carreaux, que nous, on n'entend pas, mais que cet appareil perçoit, et de savoir ce qui se dit. Donc on tire des rideaux très très lourds devant les vitres, bon, parce que la place Gaillon est cernée par les camions de télévision avec leurs grandes antennes, etc. Et Drouin est investi par les journalistes qui attendent, alors qu'ils savent qu'on ne donnera qu'à 13h, puisqu'il faut le donner pour le journal télévisé de 13h. Et donc l'année dernière, nous avions terminé assez tôt notre vote, puisqu'on était très vite tombé d'accord à l'unanimité, ce qui est assez rare, sur le livre d'André Makin. Et donc nous attendions 13h, et je crois qu'il était 12h15 ou 12h20, et nous nous regardions en chien de faïence, et je crois que c'est François Nourricier qui dit, je pense qu'on est là depuis 10h du matin, on pourrait peut-être pas commencer le déjeuner maintenant, mais se faire un petit... il dit, il n'y a qu'à commencer par le caviar, puisque ça, on peut le prendre en apéritif avec de la vodka. Et tout le monde dit, oui, t'as raison, François, c'est une très très bonne idée. Et François me dit, tu es le Benjamin, c'est à toi de faire les... sois gentil, va prévenir le maître d'hôtel qu'on nous serve le caviar et la vodka. Et donc je sors du salon, je referme ma clé, et je dis au maître d'hôtel, caviar et vodka, s'il vous plaît. Immédiatement, les journalistes, possible de tirer le téléphone. C'est le russe, c'est Makin qui l'a. Il ne s'était pas trompé, d'ailleurs.
Donc, je dis, cette année, on fera très très attention. Si jamais il y a un livre qui peut avoir une quelconque corrélation avec un des éléments du menu, voilà. Très bien. Vous pourrez poser des questions sur l'Académie Goncourt, le choix des livres et des menus. Troisième volet. Oui, les livres sont quand même plus importants que les menus, hein, mais c'est parce que c'est beau la vie. Si, un mot quand même, vos relations avec l'Académie française, vous voyez. Elles sont très bonnes. Non, on est deux, on s'aime beaucoup. Vous n'êtes pas candidat à l'Académie française? Ah non, il y a un choix à faire. Vous choisissez où, l'Académie française ou l'Académie Goncourt? Est-ce que vous aimeriez peut-être? Non, moi j'ai choisi l'Académie Goncourt depuis le début. Je ne m'en suis jamais caché. D'ailleurs, je vous dirais que j'ai même eu pour John L'Enfer le Grand Prix du roman de l'Académie française qui est donné avant le Goncourt et que je l'ai décliné en remerciant très profondément. J'étais très très honoré. J'ai décliné, préférant risquer le prix Goncourt parce que mon objectif a toujours été, je vous dis à cause de mon ami la Grande Cigogne, a toujours été cette compagnie de joyeux lurons et d'heureuses luronnes. Alors que l'Académie est plus solennelle, oui. Ouais, je me sens bien là. Moi, je suis un type timide. On arrive à se faire... Les 9 autres, je les connais maintenant. Bon, je peux rigoler avec eux. Sans faire 39... Eh bien, je pense qu'on rigole moins à l'Académie française. On va peut-être parler de la promeneuse d'oiseaux. Bien sûr. En quelques minutes, peut-être que des gens l'ont déjà lu. Je vais peut-être vous laisser raconter en quelques mots l'histoire de Sarah McNeill qui vit sur une île anglo-normande. Vous pouvez nous raconter pourquoi le choix de cette île? Parce que ça fait 17 ans qu'elle est en face des fenêtres de mon bureau au bord de la mer, et surtout qu'elle est au bout de l'étrave de mon bateau. C'est une île où on fait 24 km², hein, c'est tout petit. Je suis désolé, je vais encore parler d'un truc de bouffe, mais c'est vrai, j'ai une femme qui cuisine bien et elle fait des cakes, les cakes dans lesquels il y a les fruits confits, qui sont formidables. Et pour ça, elle a besoin de 2 ingrédients essentiels, sont les fruits confits et certaines épices, typiquement britanniques. Et on les trouve sur l'île d'Alderney, ce qui fait que quand Chantal a envie de faire un cake, elle m'envoie avec le bateau chercher les fruits confits et les épices à Alderney. Je fonce, je traverse le raz Blanchard, je me fais secouer comme un prunier, j'amarre mon bateau, je prends l'annexe, je monte l'allée principale de Sainte-Anne, je vais dans l'épicerie à gauche, avec les murs verts, j'achète les fruits confits, j'en fais ça dans l'autre sens, ça prend 3 heures, c'est le cake le plus cher de la terre, mais il est très bon. Oui, un jour j'ai pêché mon premier homard, j'étais très content, il était petit, hein, il devait faire 400-500 grammes, c'était pas une grosse bébête, et je le ramène triomphalement à mon épouse et je lui dis, elle aime pas le bateau, faut vous dire, et je lui dis, tu vois chérie, quand même, maintenant qu'on a un bateau, ben, tu vois le homard, à l'œil, elle me dit non, mais si tu divises le poids du homard par le prix du bateau, au contraire, c'est probablement le homard le plus cher de la création. Donc cette île, je la connais par cœur. Je dis toujours qu'elle me fait penser un peu à la chanson de Brassens, Les sabots d'Hélène. Elle a l'air vilaine, hein, comme ça, c'est une île farouche, une île rugueuse, c'est une île qui est battue par les vents. Il y a les petites fleurs, elles ont vraiment beaucoup de courage pour s'accrocher dans les anfractuosités du granit. Elles sont tenaces, elles y arrivent. Mais c'est une île dure, peuplée d'oiseaux. Et je me disais, à force de la connaître, qu'elle serait un... Mais quand on la connaît, on la trouve belle. Hein, quand on soulève son jupon de laine, on voit les jambes d'une reine. Et je me disais, il faudrait que j'écrive une histoire sur cette île parce que je l'ai dans le cœur. Hein. J'ai cherché dans les archives, mais je n'ai pas trouvé. Donc j'ai inventé l'histoire de Sarah. C'est-à-dire qu'à force de regarder l'île, j'ai dit qui pourrait bien vivre dessus. Et j'ai donc mis cette petite jeune fille de 19 ans, pas muette, mais qui ne peut plus parler fort parce qu'elle s'est esquinté les cordes vocales avec un couteau en tombant, quand elle était bébé. Fille de paysan, vivant dans une ferme qui est aussi nichée dans l'anfractuosité d'un vallon, ayant une vie pauvre mais heureuse, ne connaissant rien du monde, et comme elle ne parle pas, ses parents ne veulent pas l'envoyer à l'école parce qu'ils ont peur que des petites camarades se moquent d'elle. Ou la muette, enfin on connaît le truc. On est à la fin du 19e siècle. Il se trouve que le père de Sarah est un fanatique de journaux et il s'est abonné à tout ce qui pouvait exister comme journaux anglais et français. Et ça s'empile dans la ferme, il y en a partout dans tous les sens. Et c'est ce dont il va se servir pour éduquer Sarah. Tu n'iras pas à l'école, mais tes professeurs, les voilà, c'est les journaux. Ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, alors elle les lit, elle apprend des choses hallucinantes, comment dresser les chevaux, attirer les wagonnets dans les mines de charbon de Newcastle, ça elle sait. Mais 2 et 2 font 4, elle ne sait pas, parce qu'aucun journal ne vous dit que 2 plus 2, ça fait 4.
Donc elle a une éducation totalement erratique, totalement folle. Et parmi les choses qu'elle apprend et qui l'émeuvent, elle tombe un jour sur une histoire qui est vraie, alors celle-là, qui est celle de Lady Jane Franklin. C'était la femme de l'explorateur John Franklin, un amiral britannique. Elle avait 25 ans, elle était jolie comme la vie, et c'était une grande lectrice de romans, ce qui était mal vu à l'époque. Et son mari part pour chercher un passage entre le fameux passage du Nord-Ouest, il part avec 2 bateaux, les Rébus et le Terror, et il ne revient pas. Et donc Jane se dit, il est prisonnier des glaces, il est pris dans les glaces, les bateaux vont être... Et elle décide de tout faire pour, dans un premier temps, secourir son mari. Pendant 10 années, cette jeune femme, cette petite fille, va monter 52 expéditions. Et il faut savoir, quand on dit aujourd'hui monter 52 expéditions polaires, on pense au docteur Étienne, à Antarctica, on sait que ça coûte cher, mais à l'époque, c'était monstrueux. C'était des bateaux particuliers qui pouvaient affronter les glaces, qui étaient doublés de cuivre, avec des équipages volontaires qui étaient payés très cher, un avitaillement, il n'y avait pas de nourriture lyophilisée et pas de système de conservation, un avitaillement complètement... C'était 52 expéditions en 10 ans. Elle s'est totalement ruinée. Et ce qui, moi, m'avait bouleversé, et qui bouleverse Sarah, c'est l'obstination amoureuse de cette femme, et je dirais son inventivité amoureuse. Je vais juste donner 2 exemples. Il y en a eu 50, mais j'en ai donné 2 des idées qu'elle avait eues. Elle s'est dit, quand les bateaux de secours que j'envoie, que je paye, elle n'y allait pas, mais elle les envoyait, vont arriver au bord de la banquise, comment est-ce que John va savoir que les bateaux sont là? Alors, dans un premier temps, elle avait imaginé, elle toute seule, dans sa tête de femme amoureuse, de faire construire une centaine de montgolfières, dont chacune portait au bout, brodée sur de la soie, la position des bateaux de secours, tant de latitude, tant de longitude. Et ces indications, ces bouts de soie étaient reliés à la montgolfière par une mèche, et chaque montgolfière avait une mèche d'une longueur différente, donc qui mettait un temps différent à brûler. Quand les bateaux arrivaient au plus loin qu'ils pouvaient pénétrer dans la banquise, on gonflait les montgolfières au chaud, au feu de bois, et on les laissait partir en allumant les mèches. Il faut imaginer 100 montgolfières, qui étaient quand même assez importantes, ce n'étaient pas des montgolfières pour emmener des gens, mais c'était quand même des gros ballons. Il faut imaginer ces 100 ballons portant 100 fois un message, John, les bateaux t'attendent à tel endroit, s'envolant au-dessus des glaces, de ça par la volonté d'une femme qui aimait. Ça n'a pas marché parce que les ballons se sont dispersés, et surtout parce que John était mort en réalité, mais elle ne le savait pas. L'autre idée qu'elle avait eue, qui était poétique, était de faire capturer des dizaines et des dizaines de renards dans les forêts d'Angleterre. Elle leur avait fait sceller autour du cou un petit collier en cuivre qui portait là encore l'indication des navires de secours. Elle avait demandé aux marins des bateaux de lâcher les renards sur la banquise. Elle se disait, John va en voir passer un, il doit être affamé. Pan, il va le tirer, il va bien voir qu'il y a le petit collier, et comme ça, il va trouver les bateaux de secours. Ce qu'elle n'avait pas prévu, parce elle croyait en la bonté de l'homme, elle n'avait peut-être pas tout à fait raison, en tout cas pas à ce point-là. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les marins n'ont rien trouvé de mieux que de tuer les renards, et de les écorcher et de vendre leur peau aux Inuits, aux Esquimaux. Donc ça foirait, enfin, elle a pas... Mais pendant 10 ans, elle a cherché ça. Elle a cherché à retrouver John. Ça s'est terminé par une petite boîte en fer blanc dans laquelle il y avait des reliquats. Et quand Sarah tombe là-dessus, en lisant des journaux de son père, elle se dit que c'est comme ça qu'il faut aimer. Si elle peut aimer un jour, elle ne croit pas qu'elle l'aimera, parce qu'elle se dit, je suis moche, je suis pauvre, je n'ai pas de voix, je suis rien, je suis une rien. Mais si jamais ça devait lui arriver, il faudrait qu'elle puisse aimer avec cette fidélité totale et absolue. Et ça va lui arriver. Et ça va lui arriver. Un homme va s'échouer, un Français, un Breton, va s'échouer près de son île. Elle va l'héberger une nuit dans sa chambre. Cet homme va avoir le geste auquel elle ne s'attendait absolument pas. En se coupant avec le couteau, elle s'est légèrement entaillée la lèvre, elle a un complexe. Quand elle est au temple, elle met les livres de cantiques devant ses lèvres. C'est très très joli ce qu'elle s'est fait mettre. On n'aime pas souvent ce pourquoi on se fait le plus aimer. Et cet homme va avoir un geste qui va la subjuguer, il va l'embrasser sur les lèvres, sur ses lèvres blessées à elle. Et donc elle se dit, il m'aime. En fait, le lendemain matin, il repart, sa goélette s'est remise d'aplomb. Elle va l'attendre 6 mois, 1 an. Et quand elle voit qu'il ne revient pas, elle va partir à son tour à sa recherche. Elle va partir en Angleterre d'abord, en France après. Elle n'a rien, elle n'a aucun indice.
Elle a que son amour pour essayer de retrouver ce Breton, vendeur d'oignons. Et en même temps, les gens qu'elle va croiser vont lui faire du mal, parce que quand on a l'obsession d'un amour, on avance tout nu, elle avance sans cuirasse. Des gens vont se jouer d'elle, vont lui piquer son fric, elle va se retrouver en prison. Et après des années, 3 ou 4 ans, elle va se retrouver à son point de départ, c'est-à-dire de retour dans l'île qu'elle avait quittée pour aller chercher son amour. Et là, il y a une fin que je ne dévoilerai pas. Vous avez un souci de la précision dans votre description, enfin dans votre livre. Ça rejoint finalement ce que vous disiez tout à l'heure sur la télévision, c'est toujours l'image, c'est pouvoir faire imaginer aux gens. Il faut vraiment qu'ils soient avec Sarah tout au long du livre. Pourquoi, oui, ce souci de précision dans la description, dans les couleurs, dans les odeurs, ça revient beaucoup dans votre roman. Oui, tout à l'heure je disais que je ne mettrais pas de hiérarchie dans les sens, mais moi je suis très très sensible aux odeurs, c'est une chose qui me fascine. Je peux suivre une femme tout en étant follement fidèle à la mienne. J'ai jamais donné un coup même d'épingle à cheveux dans le contrat, mais je peux suivre la silhouette d'une femme si elle sent un parfum qui me... Les femmes sont parfois étonnées parce que vous mettez tel parfum. Oui, j'ai très sensible aux odeurs. Enfin bref, ce souci du détail, il me semble être la moindre des politesses envers le lecteur. Moi, les premiers livres que j'ai lus, qui n'étaient évidemment pas des livres pour enfants, je voyais ce que l'auteur racontait, je le voyais, je l'entendais, je le sentais, je pouvais le toucher. Je me rappelle un des tout premiers livres que j'ai lus, ça s'appelait Le Cargo du mystère. Ça racontait l'histoire d'un vieux cargo rouillé à bord duquel il y avait des trucs de vaudou. Et j'avais lu ça en une nuit. Et je sentais l'odeur de métal mouillé, rouillé, des tôles. Je le voyais, je me le rappelle encore, il s'appelait le Congo. Je le revois comme si c'était hier. Et pourtant, il n'y avait pas d'image dans ce livre. Mais bon, et je me suis dit, lire, c'est ça. C'est avoir une espèce de petite machine à rêve, à image dans la tête, qu'on se fabrique soi-même en complicité avec l'auteur. Donc je rêve de faire naître des images qui vont provoquer elles-mêmes des émotions, mais de faire naître des images, des sensations dans la tête de mes lectrices et de mes lecteurs. Et je me donne, c'est vrai, je suis très très attentif à l'exactitude des descriptions, ou alors quand je prends une liberté, c'est parce que je pense que l'image sera plus forte racontée telle que je la raconte. Mais par exemple, dans Sarah, il y a une description de voyage en omnibus à travers Londres, où elle va livrer des oiseaux empaillés. Ça a été terrible, cette histoire d'omnibus, parce qu'il n'en existe plus des omnibus comme ça. Et je voulais voir comment c'était, pas pour faire forcément le même. Et je suis allé à Londres, et j'ai finalement trouvé un tableau représentant l'intérieur d'un omnibus. J'ai demandé des reproductions, j'ai fait agrandir ça, j'ai travaillé à partir de cette... et j'espère que quand on lit ce passage, on voit, voilà, on est... et on voit les gens autour. Sarah, c'est une victime finalement, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, vous la gâtez pas vraiment. Est-ce que vous préférez les victimes comme ça aux héros? Est-ce que vous pensez qu'ils ont plus de choses à exprimer? Ouais. Vous pouvez leur faire dire beaucoup plus de choses? Non mais attendez, on compte le temps, on est en l'an 1996, on compte le temps universellement pratiquement, hein. Je sais qu'il y a d'autres façons de le décompter, enfin le code 1996, c'est parti de l'an 0, ou de l'an 1, si vous voulez, qui est quand même l'année d'une victime, qui s'appelait Jésus-Christ. Il n'y a pas plus victime que Jésus. Historiquement, hein, je n'entre pas dans le débat religieux. Mais c'est à partir des victimes que l'humanité se fonde et se forge, et qu'elle progresse. Superman faisant l'avion au-dessus des gratte-ciels de New York, ça n'a jamais fait progresser l'humanité. Jamais. En revanche, le cri de la victime au fond de sa geôle parce qu'elle est injustement traitée, ça fait prendre conscience à l'homme de la valeur de l'autre homme qu'il avait enchaîné et qu'il torturait. Solzhenitsyn, c'est Ivan Denisovitch, c'est le goulag. Et la pensée de Solzhenitsyn, que moi je considère comme une pensée forte, elle est issue de cette souffrance. Et on pourrait trouver une multitude d'exemples. Je ne dis pas les chants désespérés sont les chants les plus beaux, mais je dis que c'est parce qu'à un moment, l'homme pose sur la victime soit un regard de compassion, soit un regard de honte, en pensant comment ai-je pu te faire ça à toi? C'est moi qui t'ai fait ça, bon, et qui ruisselle de honte et de remords. C'est à partir de là
que la création devient la plus belle. Quand vous allez à Florence, vous voyez bien dans la salle qui est réservée aux œuvres de Michel-Ange que l'une des plus bouleversantes, c'est cet esclave qui n'est pas encore fini, qui n'est pas sorti complètement de son bloc de marbre. C'était pas le projet de Michel-Ange, il voulait le sortir complètement. Bon, c'est une œuvre interrompue, inachevée, et c'est bouleversant parce que cet homme est déjà enchaîné par les hommes, il se retrouve par le destin enchaîné dans le bloc dont Michel-Ange voulait l'extraire. La victime, pour moi, elle est parée de toutes les... pas toutes les vertus, parce qu'elle peut rester une coupable, hein, mais quand même, c'est la personne par terre qui m'intéresse. Ouais, la personne debout qui court triomphante en disant « Waouh, je suis le meilleur », m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Donc elle est victime et en plus elle est silencieuse, ça c'est important. Elle imagine beaucoup. Et elle part souvent dans des rêves elle a beaucoup d'imagination. Mais grâce à ça, grâce à ce mutisme. Et puis parce qu'elle vient en contradiction d'un monde, c'est un peu paradoxal de dire ça alors que je monopolise le micro, mais d'un monde qui est un petit peu un monde qui parle trop. Moi, je trouve qu'on parle trop, dans notre monde, on parle trop vite. On dit un nombre considérable de bêtises, quitte à s'en mordre les doigts derrière. L'abbé Pierre, par exemple. C'est quand même triste. Et vous voyez perpétuellement des gens qui disent à des journalistes, mais j'ai pas dit ça. Heureusement, aujourd'hui, il y a des petits magnétophones, donc on leur ressort la bande, et si vous l'avez dit, ah oui, mais non, attendez, je voulais pas le dire. Bon, et les gens qui ne parlent pas ont une qualité en plus, qu'est-ce qu'ils ont le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps quand même, dans notre monde qui va très très vite, il faut prendre le temps de réfléchir. Ce que je ne fais pas là. Ouais. On parle peut-être trop. Mais c'est pas engageant ce que je dis. Peut-être que les gens qui sont dans la salle ont envie de parler peut-être aussi un petit peu et peut-être leur laisser la parole et leur laisser poser quelques questions. Vous avez sans doute des micros qui vous sont proposés et vous levez la main. Voilà, il y a une main qui se lève, c'est parfait, le micro arrive. Je voulais vous demander, dans la première partie, quelle définition donneriez-vous, enfin, quelle acception donnez-vous au terme fiction? C'est une belle question. Vous avez parlé à plusieurs reprises de fiction. Mais je vais vous répondre par défaut parce que la question que vous posez, ça fait 4 ans que je me la pose et que régulièrement je réunis mon équipe en mini-séminaire. Qu'est-ce que c'est la fiction? Disons qu'on n'a trouvé qu'un moyen de répondre qui était encore une fois par défaut. Je peux vous dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas le documentaire, ça n'est pas l'information et ça n'est pas le divertissement. C'est une histoire imaginaire dont les personnages sont réputés n'ayant pas existé, n'ayant pas eu d'existence. Vous savez, cette précaution qu'on met en tête des romans, toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé réellement. Donc c'est des personnages n'ayant pas d'existence réelle, mais qui pour autant vivent très très souvent des faits de société ou des faits politiques ou des faits historiques qui eux sont réels. La guerre de sécession n'est pas de la fiction. Scarlett O'Hara et Rhett Butler déroulant leurs amours sur toile de fond de guerre de sécession, c'est de la fiction. C'est une question tellement fondatrice que vous posez que je m'en excuse auprès de vous, mais je ne peux pas répondre plus précisément. En tout cas, c'est tout ce que nous appelons dans notre jargon à nous, tout ce qui est film de télévision, qu'on appelle d'une manière plus péjorative téléfilm, c'est de la fiction. Question suivante. Je prépare. Oui. On embraye, alors on continue. Peut-être que la promeneuse d'oiseaux, vous avez envie de la voir sur festival un jour ou sur... On n'y arrivera pas parce que c'est trop cher. Vous pourriez mettre, vous qui êtes à la fois romancier et homme de télévision et de cinéma, vous pourriez mettre un de vos romans en... Vous l'avez fait déjà? Vous le faites en ce moment même, ou vous êtes en projet? Non, oui, pour le cinéma, oui. J'ai fait il y a très très longtemps, en 1978, j'ai adapté un de mes romans, je l'ai mis en scène. Enfin, c'est un roman court qui s'appelait La dernière nuit, qui racontait la dernière nuit de Mary Stuart, encore une victime, en tout cas une femme par terre. C'était une expérience formidable. Et là, je me prépare au mois d'octobre, si tout va bien, et surtout si une chaîne de télévision veut bien participer au financement du film, je me prépare à mettre en scène mon roman précédent, Docile, qui raconte donc l'histoire d'amour d'un petit garçon de 12 ans et d'une libraire qui en a un peu plus, qui en a 25, 32 dans le livre, 25 dans le film, qui vend des livres de voyage. Et
si tout va bien, on fera. J'ai trouvé Le Petit Garçon, il est magique. Quand vous écrivez, vous faites déjà, je veux dire, votre cinéma, enfin c'est pas péjoratif, vous faites déjà toutes les scènes? Non, parce que... C'est un autre métier? C'est surtout, si vous voulez, c'est une autre approche pour moi. Moi, je me paye en... vous avez dit tout à l'heure, j'avais fait des scénarios, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Enfin, beaucoup, j'ai fait pas mal. Certains dont je suis très fier. Notamment un, on a eu le prix spécial du jury avec quelqu'un qui s'est tué dans un escalier que j'aimais comme un frère, qui était Maroun Bagdadi, le metteur en scène libanais. On avait fait Hors la vie ensemble, qui est un film sur les otages, sur Roger Hawk et les otages du Liban. Mais c'est terrible quand on écrit pour le cinéma ou quand on tripote le cinéma, parce que vous écrivez une scène qui est supposée se passer au soleil, il pleut des chats et des chiens, donc c'est déjà pas votre scène. Vous aviez prévu une Clio bleue, ce jour-là il n'y en a pas, elle sera rouge. Je prends des exemples exprès naïfs, mais ce qu'on écrit n'existe jamais sur l'écran. L'actrice, vous l'aviez voulu blonde, ce sera Gianni, elle est très brune, ravissante, mais elle n'est pas une blonde. Bon. Ou le contraire. Et si vous dites j'ai besoin d'une charge de cavalerie de 5000 cavaliers, le producteur fait waf, 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 allez à Hollywood pour ça, nous n'avons pas 5000 cavaliers à vous payer, il y aura un mec sur un âne. C'est ça le cinéma, c'est l'art des compromissions. Alors qu'en littérature, il n'y a aucun problème. Oui, là, je veux dire, la promeneuse d'oiseaux, c'est le même prix. Les actrices sont toujours de bonne humeur. Enfin, les héroïnes, Sarah, elle était adorable pendant les 2 ans où elle a travaillé comme actrice, c'est-à-dire où elle a été mon héroïne. Il fait le temps qu'on veut, et ça coûte rien. Quand je me suis dit, je vais être à Londres au 19e siècle, reconstitution des docks, je me suis même payé une scène, rien que pour le plaisir, d'ailleurs en faisant bisque-bisque-rage au cinéma, une scène qui ne sert à rien dans ce livre, où je dis simplement que, au sortir de l'hiver, les bateaux s'ébrouent. Attention, c'est des bateaux du 19e, avec des voiles, des trucs, des bidules, des haubans, des vergues, qui s'ébrouent et qu'il y a comme ça des grandes manœuvres dans le port de Londres, de grands briques Goélette, de 3 Mabarques, etc., de la Compagnie des Indes. C'est complètement infaisable en cinéma. Mais ça coûte un bout de stylo. La liberté de l'écrivain, elle est tellement faramineuse que c'est pour ça que la littérature ne mourra jamais. Même s'il n'y a plus de lecteurs, il y aura toujours des écrivains, pour le plaisir. Parce qu'on me dit des fois la galaxie Marconi, c'est-à-dire tout ce qui est la parole et l'image, vont tuer la galaxie Gutenberg. Alors je me gausse d'abord parce que on a dit ça 1000 fois. L'homme a gravé ses histoires sur la pierre, puis sur le papyrus, puis les moines les copiaient, puis Gutenberg est arrivé. Je veux dire, on a changé de moyen de support de communication de l'écrit 1000 fois. Entre les hiéroglyphes et puis aujourd'hui le traitement de texte, il y a quand même une petite différence. Bon, mais ça n'a pas tué l'écriture. Rien ne tuera jamais l'écriture. Internet permet de communiquer par l'écrit. Absolument, absolument. Internet est un moyen de communication qui utilise l'écrit. Vous faites tout à fait, c'est très pertinent de le remarquer. L'homme ne peut pas plus se passer d'écrit qu'il ne peut se passer de paroles, sauf au jour où l'humanité aura entièrement muté et que nous communiquerons par transmission de pensée. Comme on n'en est vraiment pas là, et je ne pense pas qu'on s'en approche, il y a encore beaucoup de temps pour l'utilisation de l'écrit. Vous savez d'ailleurs, l'écrit, je me rappelle quand j'ai été à Europe 1 à une époque, et il y avait comme directeur des programmes un type un peu fou, mais que vous connaissez, peut-être pas personnellement, mais dont vous connaissez le travail, qui s'appelait Pierre Delanoë, qui a été un des grands paroliers de Gilbert Bécaud. Et bon, il était directeur des programmes, moi j'étais réalisateur, on s'aimait bien, il me trouvait un peu fou, et donc on parlait. Et un jour je lui dis, toi, ce qui est vraiment dégueulasse dans le métier d'auteur, c'est que tu ne peux pas te mettre en grève. Parce que je trouvais que c'était mal payé comme auteur. Et il me dit en riant, si, tu sais, si on supprimait, si demain tous les gens qui ont un stylo à la main le posaient, la Terre s'arrêterait. Mais je dis non, Pierre, les gens liraient plus de livres, c'est tout. Bon, qui ça punirait, hormis quelques inconditionnels de la lecture? Il me dit, attends, ça va beaucoup plus loin, les modes d'emploi, il n'y aurait plus de mode d'emploi. Et puis la ménagère, la jeune fille qui arrive au stade de ménagère, qui vient de se marier, chérie, c'est notre premier dîner, je vais te faire des pâtes, elle prend une boîte sur laquelle il n'y a pas de mode d'emploi. Elle ne sait pas combien de temps elle doit les faire cuire. Elle rate son dîner, elle divorce, c'est la fin du ménage. Enfin, ça c'était la théorie de Delanoë. Et j'en riais, je me disais, c'est vrai, l'écrit est partout. L'écrit est partout. Hier, je buvais une bouteille d'une, je ne sais plus quelle eau minérale, il y a marqué « Votre bouteille est compactable ». Et il y avait sur l'étiquette « Pour compacter votre bouteille ».
Posez les mains de chaque côté de la bouteille. Appuyez avec la même force, etc. Hein, votre bouteille est compactée. Rebouchez votre bouteille compactable et maintenant jetez votre bouteille compactable dans la poubelle. C'est quand même, sans l'écrit, j'aurais jamais trouvé ça tout seul. Bien, encore une ou deux questions si vous le pouvez, sinon on bavarde encore 5 minutes. Je ne vois pas de main qui se lève, n'hésitez pas. Voilà une autre main, c'est la même main d'ailleurs, mais ça va être une autre question, il me semble. Merci, monsieur. Quelqu'un a parlé de nouveau. Une remarque pour rire. Quand Madame Decoing cuisine bien, quand on est chez Drouan assez souvent, il faut quand même ne pas oublier que l'athérome, ça existe et que ça peut donner des localisations graves. C'est un conseil à l'auteur. Ceci... C'est vrai. Sur la troisième... Mais Madame Decoing, pardonnez-moi de vous couper, je suis très très conscient de ce que vous dites. En fait, je vis d'une manière très hygiénique parce que mon épouse est spécialiste du poisson, qu'elle fait sans corps gras, mais elle arrive à faire des trucs avec des épices, des poissons à la vapeur qui sont absolument succulents. Je fais très très attention. Cela nous rassure. Pour la troisième partie, vous avez évoqué le thème, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous fixez un thème quand vous démarrez un livre. Vous avez insisté donc sur la victime, qui vous passionne plus, en quelque sorte, que l'homme bien portant. Est-ce qu'il n'y a pas un autre thème qui est celui de la fidélité? Si, tout à fait. Tout à fait. Mais il me semble que autant le bourreau est par définition, enfin il me semble infidèle parce qu'il va torturer différentes personnes sans se préoccuper de la raison pour laquelle il le fait, bien souvent. Autant la victime, elle est fidèle. Je crois que les deux choses sont assez liées. J'ai toujours pensé que il y avait chez un personnage que Racine a raté, mais qui a été réussi par ailleurs dans la version grecque ancienne, le personnage d'Iphigénie. Je suis fasciné par Iphigénie. Parce que je me dis qu'Iphigénie, lorsque son père lui dit « Écoute chérie, les vents soufflent dans le mauvais sens, c'est très très emmerdant pour la flotte. Alors, résultat des courses, t'as jusqu'à ce soir on te coupe le cou. » Elle a différentes façons de réagir. La première, comme c'est une petite minette de 14-15 ans, c'est d'aller trouver son petit ami, son fiancé de l'époque, et de lui dire « Sauve-moi ». Elle ne le fait pas. La deuxième possibilité qu'elle a, c'est de fuir toute seule. La troisième, j'avais même imaginé, j'ai toujours pensé donner une autre version d'Iphigénie, c'est d'aller trouver un soldat ou un officier, comme elle est mignonne et elle devait être plutôt jolie fille, de lui dire « Enlève-moi », etc. Elle ne le fait pas, elle reste fidèle à Agamemnon, son père, sa destinée de princesse holocauste, et je trouve que à cause de ça, à cause de la fidélité d'Iphigénie, Iphigénie peut exister. Je dirais qu'on peut aussi remonter plus loin dans l'association victime-fidélité, on peut remonter jusqu'au mythe fondateur d'Abraham et de se dire que c'est par fidélité à Dieu qu'Abraham va jusqu'à se préparer à sacrifier son fils unique. Et c'est un épisode qui est tellement important que c'est la première fois que Dieu revient sur ce qu'il a dit. Et se déjuge et vient intervenir dans le concret. Parce que dans le déluge, il dit à Noé, enfin pas faire une exégèse biblique, mais c'est quand même intéressant, dans le déluge, il dit à Noé, construis une arche. Mais c'est tout, il le laisse se dépatouiller. Il lui dit pas le déluge est fini, c'est Noé qui regarde et qui tient, on dirait qu'il pleut un peu moins, je vais envoyer la colombe. Dans l'histoire d'Abraham, c'est l'ange, donc Dieu lui-même, la parole de Dieu incarnée dans l'emplumé là, qui dit à Abraham, suspends ton truc. Et il n'y a pas d'histoire d'Abraham s'il n'y a pas à la fois la notion de victime, parce qu'Abraham est autant victime qu'Isaac, hein, c'est affreux de tuer son fils. S'il n'y a pas la notion de victime et s'il n'y a pas la notion de fidélité. Et si, comme le disent les trois religions monothéistes, nous sommes tous descendants, pas simplement au plan religieux, mais au plan culturel dans son sens large, si nous sommes descendants d'Abraham, c'est que nous sommes descendants d'une victime et d'une fidélité. D'où, d'abord, votre remarque est très juste sur l'association des deux paramètres, mais d'où la passion que j'ai depuis très longtemps pour ces deux thèmes. Une question peut-être qui a rien à voir avec ce que vous venez de dire. En lisant votre livre et en vous écoutant parler, c'est vrai qu'en lisant le livre, des fois on a envie que ça aille un peu plus vite pour en savoir plus sur Sarah. Il y a des scènes dont non pas vous auriez pu vous passer, mais
quand on lit, on a envie que ça aille plus vite. Je me disais en lisant, cet auteur ne doit pas avoir l'angoisse de la page blanche. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, mais j'ai pas l'angoisse. Oui, c'est vrai, j'ai pas l'angoisse de la page blanche parce que je ne considère jamais que la page, elle est. Les auteurs, ils ont l'angoisse de la page blanche parce que je crois qu'ils ont peur de la solennité de l'écriture. Moi, je suis un petit peu comme Hemingway, qui s'obligeait à, toute proportion gardée, hein, qui s'obligeait à écrire tous les jours. Il écrivait, c'était son erreur, il écrivait surtout le soir, après sa dose importante de whisky. Et il trouvait ça génial, ce qu'il avait fait. Et quand le lendemain matin, il revenait à sa table de travail, qu'il relisait à jeun ce qu'il avait fait ivre, il trouvait ça très mauvais, il jetait. Et on lui disait, mais écoutez, c'est Pénélope, votre truc, vous devez être, ou c'est le mythe de Sisyphe, ça doit être terrifiant. Il disait, pas du tout, ça m'a enlevé l'angoisse du solennel et enlevé l'angoisse de la page blanche, puisque les pages blanches, elles sont déjà dans la corbeille à papier. Un autre homme qui avait trouvé un moyen de lutter contre la page blanche, c'est un philosophe, ce qui prouve que ça peut atteindre tout le monde, c'est Jean Guiton. Et Jean Guiton a toujours eu l'angoisse de la page blanche. Il avait trouvé un moyen, c'est charmant de penser à quel point cet homme intelligent avait trouvé un truc pour s'auto-abuser. Quand il commençait un livre, la première page, au lieu de mettre page 1, il mettait 169. Il disait, j'en ai 168 derrière, ça va. Et ça marchait. Moi, je suis en plus tellement imprégné de ma furia scriptura que donc j'ai pas cette angoisse-là. J'en ai d'autres, hein, rassurez-vous. J'ai l'angoisse de... J'ai pire. Hein. Faut savoir que John L'Enfer, qui est le livre qui a eu le Goncourt, a de très très peu failli finir calciné. C'est Chantal, qui non seulement est donc bonne cuisinière, mais qui était une bonne salvatrice, qui s'est précipitée pour le rattraper dans la cheminée. Je l'ai acheté une fois terminé. Je l'ai relu un après-midi, un dimanche après-midi, j'ai dit c'est une merde, et pof dans le feu. Mais il fait pas ça, tu n'en sais rien, c'est pas toi de te juger. Grande leçon. C'était pas à moi de me juger. Je vais laisser M. Pierre Gachet, député de la Sarthe et vice-président du Conseil général, le soin de vous remercier, Didier Decoing. Je voudrais simplement préciser qu'avec le Conseil général de la Sarthe, nous allons planifier et organiser un peu plus les voix au chapitre. Je crois que vous avez été prévenu relativement tard et on va donc planifier cette formule. Merci à vous et je Merci laisse de M. votre Gachet. présence Vous restez et là. de votre patience. Eh bien, cher monsieur, je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser François Fillon, président du Conseil général, qui aurait souhaité être près de vous, mais dont vous savez l'emploi du temps et qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui en Sarthe. Et je voudrais, au nom de tous ceux et de toutes celles qui vous ont écouté, vous adresser tous nos remerciements. Je pensais, lorsque vous faisiez ces relations de vos multiples activités, soit à la télévision, soit au cinéma, ou soit en tant qu'écrivain, je pensais qu'une de vos qualités essentielles était que vous étiez un conteur, et que je suis tout à fait sûr que tous ceux qui sont dans cette salle n'ont pas vu passer les minutes. Vous avez la magie du verbe, la magie du mot, et vous auriez pu continuer à nous parler pendant 1 heure, nous n'aurions pas été du tout fatigués. Mais cela m'explique aussi pourquoi vous avez fait autant de films de fiction. Et je vous disais, avant d'entrer dans cette salle, que je n'aimais pas toujours la télévision, mais je dois dire que si à mes yeux, elle se rachète souvent, c'est précisément à cause des films de fiction. Il me semble que le monde tel qu'il est maintenant, dans sa cruauté, dans sa réalité exacerbée, empêche souvent que les gens s'arrêtent quelques moments pour penser et surtout pour rêver. Et la télévision est là, est une sorte de tremplin pour leurs rêves. C'est cette boîte magique dont parlait André Malraux et qui permet d'ouvrir très grandes les portes de ce rêve. C'est cette espèce de clé d'or d'un jardin défendu dans lequel tout d'un coup on peut pénétrer. Et c'est grâce aux films de fiction qu'il est possible d'avoir cette démarche. Alors, c'est un intérêt considérable que de vous entendre parler de ce que vous avez fait à la télévision. Et si nous avons un souhait à formuler, c'est que vous puissiez encore, dans le cadre de fonctions différentes qui sont les vôtres maintenant, nous donner beaucoup de courts ou de longs métrages de cet ordre-là.
Vous nous avez ensuite parlé de l'Académie Goncourt et je suis aussi sûr que vous avez intéressé énormément votre public car nous connaissons davantage l'Académie française pour quelquefois entendre les discours de réception d'un de ses membres, pour y voir aussi quelques séquences de télévision à de certains moments, mais l'Académie Goncourt est plus secrète. Et à moins que d'être un grand spécialiste des lettres, on ne sait pas comment elle vit, on ne sait pas exactement comment elle se rassemble, elle se constitue. Et vous nous avez aussi permis, avec une autre clé, d'être un peu près de vous, chez Drouin, pour connaître le cheminement de vos lectures. Et j'étais fort surpris de voir que les académiciens Goncourt avaient, dans l'espace de 2 mois, la nécessité de lire 300 et quelques ouvrages. Nous avons un prix au Conseil général de la Sarthe. J'ai le plaisir et l'honneur de faire partie du jury. Je dois dire que nous avons une dizaine de livres à lire et nous trouvons déjà que c'est extrêmement lourd. Alors je vous adresse toutes mes félicitations pour pouvoir avoir cette démarche qui est certainement extrêmement accablante, même si elle est très, très intéressante et très enrichissante. Et enfin, vous avez évoqué votre dernier ouvrage que nous allons pouvoir tout à l'heure acheter au fond de cette salle, cette promeneuse d'oiseaux. C'est tout à fait dans le style de ce que vous faites à la télévision, et c'est aussi une démarche de rêve d'une jeune femme qui est encore adolescente et qui a cette pureté, cette soif d'absolu que l'on retrouve dans d'autres héros qui ont aussi bercé nos jeunes années, comme Augustin Maule. Il y a ce même désir à la fois de s'évader de la réalité et d'aller toujours plus loin, toujours dans cette fidélité, avec souvent des positions de victimes, parce que les gens qui sont fidèles sont aussi souvent victimes et que les victimes sont fidèles. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et cette démarche qui est vôtre dans La promeneuse d'oiseaux, je suis tout à fait certain qu'elle a déjà enchanté vos premiers lecteurs et qu'elle ne manquera pas aussi de vous attirer encore un lectorat plus vaste. C'est le vœu que je formule et je vous remercie encore, cher ami, de nous avoir charmés ce soir, au sens fort du terme, par tout ce que vous nous avez si joliment dit et avec tant de chaleur humaine.